Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo avec un invité à mes côtés. Il s'agit du seul, de l'unique, du magnifique, du grandiose, du spectaculaire. C'est vrai un peu. Monsieur Thomas. C'est moi, bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un peu un nouveau concept que j'ai envie de lancer sur cette chaîne. C'est de parler sans tabou de différents sujets. Alors c'est vrai que je le fais assez régulièrement avec Simon et tout ça, où on évoque des sujets, et sur cette chaîne il n'y a pas de tabou. Mais là j'ai envie vraiment de parler de thématiques bien précises sur des sujets qui nous concernent tous. Et en l'occurrence, pour ce premier numéro, eh bien j'avais envie d'avoir Thomas à mes côtés pour parler du monde de l'influence. J'en perds mes mots. En ce moment, on en parle beaucoup et de manière très négative. Oui. Booba, Magali Berda, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais. L'agence Shona Events, les influenceuses de télé-réalité, ça fait beaucoup de bruit en ce moment. Et le gros souci, c'est que nous sommes un petit peu tous mêlés à ces frasques et ces scandales, alors que nous ne sommes pas tous mauvais, nous ne sommes pas tous des arnaqueurs. Et donc j'avais envie aujourd'hui qu'on rétablisse un petit peu la réalité de ce monde, de ce milieu. Qu'est-ce que c'est réellement le travail d'influenceur? Comment est-ce que nous on voit les choses? Comment est-ce que nous on bosse? C'est quoi les collaborations? À quoi ça sert? Thomas, je sais pas si t'as envie de commencer sur une thématique bien précise concernant le monde de l'influence, ce que t'en penses, voilà. Bah déjà, moi il y a un truc que je voulais dire à propos là, comme du coup tu parlais de toute l'affaire qu'il y a eu, Magali Berda, Shona Evans et tout. Je pense que déjà, effectivement, faut pas mettre tous les influenceurs dans le même panier, dans le sens où là, c'est influenceurs de télé-réalité, ce qui est pas du tout pareil. Oui. Déjà, tous les influenceurs de télé-réalité ne sont pas comme ça. Bien sûr. Mais encore plus, nous, on ne fait pas du tout, presque pas du tout le même travail, j'ai envie de dire. Et il y a un exemple que je donne toujours qui est hyper intéressant, entre guillemets. C'est-à-dire que quand nous, on va, par exemple, à des événements lancés par des marques où ils nous demandent de venir, moi, je n'ai jamais vu un influenceur de télé-réalité à ces événements-là. Hein. Moi non plus. Je vois les autres créateurs de contenu sur Internet, mais je ne vois pas de personnes de télé-réalité. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais donc déjà, ce qui prouve bien qu'on n'est pas du tout la même cible. C'est ça que je veux dire. Ils sont pas ici, ils sont à Dubaï. C'est vrai que payer l'aller-retour, c'est un peu cher. Et même, j'ai envie de dire, parmi les influenceurs de télé-réalité, tout le monde ne fait pas des arnaques. Exactement. Donc il y en a, oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des personnes qui sortent de télé-réalité, qui sont juste adorables, qui font bien leur métier, qui font attention à leur collaboration. Et puis il y a, je pense, d'autres personnalités qui ne font pas attention ou qui se font peut-être aussi avoir par leurs agences, parce qu'ils font confiance aussi à l'agence avec laquelle ils bossent. Oui, c'est vrai. Pour ce type de personnalité-là, c'est très rare qu'ils travaillent en direct avec les marques, c'est-à-dire qu'ils ont une agence qui vont gérer leur collaboration. Et quand ton agence, qui est censée être ton agence de confiance, te propose une collaboration, ben c'est censé être quelque chose de réglo. Après, c'est à toi aussi d'aller faire tes propres recherches et aller bien vérifier que la marque que tu vas promouvoir est vraiment au top du top. Mais donc je propose qu'on démarre peut-être pour expliquer un petit peu, tiens, les collaborations, ça sert à quoi? Comment ça se passe? Comment est-ce que nous, on travaille par rapport à ça? Alors toi, Thomas, tu es connu et tu as ta renommée sur TikTok. Ouais, sur TikTok. Pour ceux qui ne connaissent pas, Monsieur Thomas, tu à travers des vidéos marrantes, tu parles de ton quotidien, tu racontes des anecdotes en mangeant à chaque fois un plat différent et en faisant découvrir un restaurant ou un type de nourriture. C'est ça, oui. J'aime bien découvrir toutes sortes de nourriture, que ce soit d'autres cultures ou même des choses que j'ai jamais mangées, mais en racontant ma vie et en faisant surtout de l'humour. Je veux que ce soit good vibes et j'aime aussi placer des petites choses qui sont importantes pour moi, des sujets qui sont importants pour moi en mangeant. J'ai la vie de rêve en fait, je mange. Oui. Je mange et je me marre. Qu'est-ce que je demande de plus? Et en fait, ce qui est très chouette quand on regarde ton contenu, c'est qu'on a l'impression en fait d'être à table avec toi et d'avoir un copain qui nous raconte quelque chose. En fait, à la base, je faisais ma vidéo du midi parce que j'avais encore mon travail de responsable de magasin à ce moment-là, et c'était le seul moment où j'avais une demi-heure où je pouvais vraiment me concentrer là-dessus. Et en fait, j'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui avaient des TCA. Soit anorexie, soit boulimie, qui me disaient « Ah, merci d'avoir mangé à ce moment-là, ça me rappelle que moi, il faut que je mange. » Ah oui. Ouais. Et du coup, j'ai dit « Ah, mais c'est hyper intéressant. » Et du coup, j'ai pas mal parlé avec beaucoup d'abonnés à propos de ça. Et j'ai trouvé ça super. Je me suis dit « Mais moi, je m'amuse. »
Oui. Et en même temps, j'arrive à en aider quelques-uns à se dire, ah ben là du coup, là en fait à midi et demi, il y a la vidéo de Thomas qui sort, bah du coup je vais la regarder en même temps que de manger, ça me rappelle qu'il faut que je mange. Et je trouve ça trop bien. Ouais, c'est trop bien. Alors toi, en termes de collaboration, c'est quoi ton axe principal ? Ah, ça va être surtout tout ce qui est tourné autour de la nourriture. Alors après, c'est large, c'est-à-dire que parfois je vais avoir des restaurants qui vont me contacter pour dire est-ce que tu peux tester notre restaurant, vendre les mérites de ce restaurant. Et je vais avoir aussi tout ce qui va être pour cuisiner. Je vais avoir tout ce qui est appareil électroménager pour la cuisine, batterie de cuisine... et aussi service de livraison à domicile pour faire ses courses, toutes les choses comme ça. Tu travailles avec une agence ou tu travailles en direct avec les marques ? Je suis en agence. Quand les marques ont commencé à me démarcher, je me suis dit, je ne sais pas quoi leur répondre. Et du coup, j'ai eu pas mal d'agences qui m'ont démarché, mais moi je les connaissais pas. Et je voulais pas aller dans une agence que je connais pas, où on est 50 dans l'agence et où il n'y a pas du tout de contact avec, entre le talent et l'agent. Et du coup, j'ai vraiment attendu d'avoir du bouche à oreille en fait. J'ai une amie qui était rentrée dans une agence qui était, du coup, qui est mon agence actuelle, qui est une petite agence, qui n'avait pas du tout de pôle influence à l'époque et qui voulait vraiment lancer ça. Elle m'a dit, écoute, moi j'ai commencé avec eux, ça se passe bien, il y a du feeling, on n'est pas nombreux, on est 4 ou 5, est-ce que tu veux aller les rencontrer et tout ? Et du coup, il y a eu un bon feeling avec mon agence, qui pour moi, ça c'est primordial. Le contact humain, moi, c'est la chose la plus importante. Et ça se passe très bien, et je suis hyper content, on s'appelle très souvent... on mange ensemble et ça se passe super bien. Pour ma part, je travaillais un petit peu différemment. Ça fait quand même un peu plus longtemps que je suis dans ce milieu-là. J'avais commencé à bosser avec une seule et même agence avec laquelle j'étais un peu en ce qu'on appelle une exclusivité. C'est juste une agence qui te trouve tes contrats. Mais je me suis assez rapidement aperçue que je loupais pas mal d'opportunités parce que cette agence n'avait pas accès à toutes les autres marques, etc., qui étaient via d'autres agences. Donc ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris un manager qui me gère vraiment et qui est Simon, mon conjoint. C'est le métier de Simon, il est manager principalement d'artistes en musique et il s'occupe de moi maintenant à temps plein et en fait lui fait vraiment le lien entre différentes agences et moi. Moi j'ai une charte éthique que je me suis auto-créée sur ok, qu'est-ce que tu vas vendre aux gens, jusqu'où tu vas aller, quelles sont tes valeurs. Moi, j'estime, en tout cas, en tant que créatrice de contenu, avoir cette responsabilité vis-à-vis des gens, parce que si je vends un produit que je n'ai jamais testé, qui n'est pas bon, en fait, les gens vont se retourner contre moi, puisque c'est moi qui ai vendu le produit. En fait, du coup, quand tu vends la marque, tu deviens égérie. Exact. Donc du coup, même pour ceux qui regardent, la marque, c'est toi, oui. En fait. On fait un peu, souvent aussi, confiance, en se disant, bon, j'espère en tout cas qu'on se fait pas arnaquer, parce que aussi bien toi que moi, on a déjà eu le coup où on s'est nous-mêmes fait arnaquer par une marque, un produit acheté en Chine en masse et revendu beaucoup plus cher. Et je me suis dit, mais punaise, quoi, même 5 ans après être dans ce métier, on a quand même réussi à m'avoir, et c'était la première fois. Et ce sera la dernière. Moi, je sais que je me suis senti trahi. Ouais. Je me suis dit... ça m'a fait vraiment mal. Pour clôturer le chapitre, on va dire, de tout ce qui est collaboration, je pense que c'est important que les gens comprennent que nous sommes un nouveau type de média. C'est-à-dire que dans notre milieu, la publicité, ça commence à aller mieux, mais au départ, c'était extrêmement mal vu que des créateurs de contenu sur Internet fassent de la publicité et vivent de la publicité. Or, n'importe quel type de média a toujours vécu de la publicité, que ce soit la télévision, le cinéma, les magazines de mode. Quand vous regardez TF1 et que vous êtes interrompu 18 fois pendant votre film par des publicités qui durent 10 minutes, c'est ce qui permet à la chaîne de vivre, de payer ses animateurs, de créer des émissions qui coûtent des fortunes. Tout ça prend énormément de temps, de monde. Il faut bien à un moment donné avoir une rémunération. Et donc...
c'est la publicité qui paye. On produit et on crée du contenu qui est gratuit pour les gens qui nous suivent. Oui. Alors, ni toi ni moi ne vendons notre contenu sur Internet. On a un contenu qui est 100% gratuit. Et je pense que cette notion de placement de produit, elle doit tout doucement commencer à être acceptée par les gens parce que, en effet, au-delà du placement de produit, on a tout ce qu'on fait sur le côté. Je reprends l'exemple d'un média traditionnel comme la télévision qui va avoir des maquilleuses, des stylistes, un preneur de son, un mec qui fait les lights, le caméraman. Nous, on est toutes ces personnes-là à la fois. J'ai toutes ces casquettes-là, donc si moi je devais rémunérer toute une équipe pour créer mon contenu, bah j'aurais plus un bal. Oui. Je ne pourrais de toute façon pas engager autant de gens et les payer parce que je n'ai pas l'argent pour. Donc ça aussi, les gens doivent bien se rendre compte, c'est que quand on vous amène une vidéo sur YouTube, quand on vous amène une vidéo sur TikTok avec une réflexion derrière, avec un montage, avec une idée, avec une anecdote, il y a vraiment un réel travail artistique, constructif derrière qui nous prend énormément de temps. Quand toi tu t'es lancé sur TikTok, t'as eu vraiment un boom à un certain moment. Quand t'as vraiment en fait lancé ton concept d'avoir cette récurrence de je raconte une anecdote ou je raconte ou je parle d'un sujet en mangeant et en ayant cette régularité et cette constance dans le contenu. Alors ça a fait boom mais sans faire boom quand même. Ok. Par rapport à d'autres, j'ai pas non plus explosé moi. C'est relativement constant. J'ai commencé il y a un peu plus de 2 ans et en fait c'est assez constant mais il y a pas eu de gros pics en fait. D'accord. Il y a eu vraiment, oui, c'est monté un peu plus vite à partir du moment où j'ai commencé à faire mes vidéos du midi parce qu'avant je faisais juste les trends comme tout le monde, je faisais pas de vidéos originales, c'était juste pour m'amuser, faire rire mes potes et tout. Ouais. Et en fait un jour je me suis dit mais je sais pas, je devais avoir 5 ou 6 000 abonnés. J'ai dit si j'utilisais ces 5 ou 6 000 abonnés pour je sais pas, faire passer des messages que j'ai envie de passer, raconter des choses que j'ai envie de raconter. Et en fait, c'est à ce moment-là que du coup, ça a commencé à prendre plus d'ampleur, mais je ne suis pas passé, parce qu'il y en a vraiment, c'est impressionnant. Hein. Il y a des gens, en un mois, ils prennent 200 000 abonnés, 300 000 abonnés. Ouais. Moi, j'ai jamais fait ça. C'est vraiment plus constant. J'ai été beaucoup propulsé sur TikTok avec les anecdotes, même si j'en fais pas si souvent que ça en soi. Okay. Parce que déjà, il faut que ça m'arrive, l'anecdote. Oui. Mais tu sais que ça peut m'empêcher de dormir, c'est-à-dire que je vais y penser... Et je dis, non, faut que j'écrive ce que je veux dire et tout, donc j'écris. Mais parfois, du coup, j'ai envie de la tourner maintenant. Parce que je me dis, ah non, mais là, j'ai trop d'idées sur, je sais que ça va les faire rire, là, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Et du coup, ça aussi, on n'y pense pas, mais comme c'est artistique, il y a une réflexion derrière. Bien sûr. Qui fait que t'as envie, moi, c'est... Tu sais, c'est une excitation, c'est pour ça que je te dis ça peut m'empêcher de dormir. Parfois le soir je vais penser et je suis genre, alors parfois je me fais marrer tout seul. Mais alors ça peut paraître grotesque, mais c'est très important de se faire rire seul aussi. Et moi il y a plein de fois où au moment où je fais mon montage, je fais genre, je fais oh non je me fais rire tout seul, mais tant mieux. Simon il rit toujours de moi, de ça parce qu'il dit t'es ta plus grande fan quoi. Parce que tu ris de tes propres fans. Et je dis mais si moi déjà... Je me fais pas rire. Comment veux-tu que je fasse rire les autres? Tu vois, il faut que moi je trouve ma vidéo marrante, sinon... Mais c'est ça. Si je me trouve grotesque, je vais pas la publier. Enfin, tu vois, si je la publie, c'est que je trouve que je suis drôle. Sinon, tu vois, si je me dis, oh mon Dieu, je suis ridicule et grotesque, pas grave, je publie. Tu vois, ça dépend. C'est moi, il y a parfois, j'essaye parfois de... J'adore me tourner en ridicule. Ah, mais moi aussi. Donc, quand je fais Francine et que je suis comme ça devant mon écran, je suis vraiment pas à mon avantage. Et ça, je m'en fous. Ouais. J'adore l'autodérision, j'adore me mettre dans des personnages qui sont complètement... qui ne me mettent pas du tout à mon avantage, de par mon accent, parce que parfois j'ai des gens qui pensent que je parle réellement comme ça dans la vraie vie, donc ça me fait vraiment la team premier degré sur les réseaux sociaux, on les adore. C'est vraiment, ils sont pépites. Mais la team premier degré, parfois, elle pense que je suis réellement comme ça, et ça me fait encore plus rire, parce que je me dis, c'est génial, ils pensent que je suis vraiment Francine Pilon, tu vois, c'est vraiment trop marrant, quoi. Puis moi, c'est vrai aussi que je le vois, je suis exubérant sur mes vidéos, j'adore faire l'idiot, courir dans tous les sens et tout, pousser des cris, et après, quand ils me croisent dans la rue, ils font... Ah mais t'es tout calme? Je dis oui, oui. Dans la rue, je ne me mets pas à pousser la chansonnette, à sauter sur tout le monde avec une plume dans le derrière, non. Souvent, moi j'entends de la part d'amis qui ne me connaissent pas personnellement, qui disent oh oui mais de toute façon Jill, la vie de rêve quoi, elle bosse pas, elle bosse pas, elle est pétée de thunes. Ça c'est l'image
de notre métier, c'est on ne fait rien de nos journées. Nous sommes dans notre canapé, c'est bien connu, à regarder des séries tout au long de la journée. Et on est pété de thunes. Et on est pété de thunes. Moi, je sais que je l'ai aussi très souvent, le thé riche. Oui. Alors non, vraiment pas. Et du coup, d'ailleurs, l'autre fois, j'ai même fait une vidéo pour faire une mise au point parce que j'aime bien aussi que les abonnés me laissent un commentaire en disant est-ce que tu peux goûter la nourriture de tel pays, parce que s'ils sont originaires de ce pays-là, ils aiment bien voir. Et il y en avait une qui me harcelait. Et du coup, j'ai dû faire une vidéo en disant on est en fin de mois. Moi aussi, je suis en fin de mois. Et là, le plat que tu me demandes de goûter, il a l'air très bon. Mais ça coûte 30 € le plat. Ce sera pas ce mois-ci. T'attendras le mois prochain. Et c'est ça, on n'est pas riche. Mais après, je pense aussi qu'il y a beaucoup ce problème-là qui est très tabou en fait, on est passionné par ce qu'on fait. Donc, il y a aussi ce truc-là de si tu vas travailler... Enfin, un travail est considéré comme quelque chose, un peu une contrainte. Oui. Et du coup, comme nous, c'est pas une contrainte, c'est pas considéré comme un travail. Exact. C'est considéré comme un loisir. Alors moi, pour ma part, je vais pas vous dire que je ne suis pas riche, parce que ce serait vous mentir. Je ne sais pas, dans votre tête, quel est le niveau... Enfin, à quel moment tu te situes comme étant quelqu'un de riche. Moi, j'estime avoir aujourd'hui un cadre de vie qui me permet de bien vivre, c'est-à-dire de ne pas être en panique en fin de mois pour ne pas avoir assez d'argent que pour nourrir ma famille, ou si mes enfants ont besoin de tel ou tel vêtement, de telle paire de chaussures, je peux aller au magasin les acheter sans penser « Ah mon Dieu, comment je vais faire à la fin du mois ?» Je ne suis plus à ce stade-là de ma vie, je l'ai été pendant de nombreuses années, où vraiment je n'avais plus un rond à la fin du mois. Aujourd'hui, mais bon, je vais avoir 35 ans aussi, donc j'ai un niveau de vie qui a forcément augmenté. Donc je vis bien, mais je ne vis pas non plus au-dessus de mes moyens, et je ne pourrais pas, par exemple, me dire je pars 3 fois en vacances par an avec mes enfants au Club Med en Thaïlande. Là, j'ai pas les moyens de le faire. Donc tu vois, ça dépend comment est-ce que tu vois aussi la richesse. Je suis complètement d'accord avec toi, parce que effectivement, avec mon chéri, on a un niveau de vie qui fait que on n'a pas forcément non plus au jour le jour besoin de se poser la question de est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce qu'on ne peut pas le faire. Donc à ce niveau-là, moi je suis complètement reconnaissant. Oui. Alors, je gagne ma vie correctement, mais lui aussi gagne sa vie correctement. Il a un travail beaucoup plus conventionnel pour le coup que le mien. Donc oui, je pense que à ce niveau-là, on peut être estimé comme riche. Mais je pense quand même que dans la tête des gens, la plupart du temps, c'est qu'ils pensent qu'on est plus riche qu'on ne l'est réellement. Je pense qu'ils pensent qu'on est multimillionnaire. Oui, ce qui n'est pas le cas. C'est ce qui n'est vraiment pas le cas. Mais en tout cas, moi, pour ma part. Et, mais je pense qu'il y a ça aussi. Oui, parce que souvent, les gens ne savent pas non plus d'où tu viens réellement. Par exemple, là, quand j'ai emménagé dans cette maison... T'as déjà la région où tu habites, l'immobilier est moins cher. Là où moi je suis, l'immobilier est nettement moins cher qu'à Bruxelles, par exemple. Il y a plein de choses, tu sais, je me rappelle quand Jérém Star est venu ici à la maison, il a vu ma maison, il a halluciné. Je lui ai dit le prix de ma maison, il a dit... Mais c'est le prix d'un appart, c'est le prix d'un studio à Paris, quoi, tu vois. Et je dis, mais oui, mais on est à la campagne, au milieu de nulle part en Belgique. Enfin, tu vois, alors un youtubeur qui a un tout petit appart à Paris, ça va passer parce que dans la tête des gens, c'est l'endroit où il habite, il est tout petit. Il est tout petit, ouais. Mais ça coûte en fait, plus cher. Son appart coûte 2 fois le prix de ma maison, tu vois, donc... C'est pour ça que c'est difficile, je trouve, de dire de quelqu'un il est plein aux as et il vit au-dessus de ses moyens, ou il a plein de thunes qui lui tombent du ciel. Ben, pas forcément, en fait. Il y a plein de critères qui rentrent en jeu, et je trouve ça dommage que parfois on a vraiment cette étiquette de les gens connaissent mieux ta vie que toi-même, et ça, c'est un peu le souci, quoi. Oui, puis aussi pour revenir au fait de le travail, tu sais, il y a... Tant que c'est pas contraignant, c'est pas considéré comme un travail. Il faut aussi penser que, comme dans tous les tafs, il y a des grosses contraintes. Il y a vraiment des choses auxquelles on ne pense pas en tant que... moi, parce qu'avant, j'étais très consommateur de tous les influenceurs. Je suis extrêmement influençable, c'est une catastrophe. Et il y a un truc... Moi, ce qui m'a choqué le plus du jour au lendemain, c'est de ne plus pouvoir sortir dans la rue sans être observé, quand même. Même si c'est toujours extrêmement respectueux. Hein. Mais moi, je suis agoraphobe, j'aime pas la foule, je suis extrêmement timide, même si on dirait pas quand on me voit sur les vidéos, parce que je suis tout seul, mais en vrai, je suis très 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 timide.
ça m'a... Il y a parfois des jours où je rentre chez moi, je pleure. Ouais. Parce que C'est trop. Même si c'est extrêmement respectueux, c'est trop. Et ça, c'est une contrainte à laquelle on ne pense pas tant qu'on ne la vit pas. On me demande souvent, tiens, est-ce que ça te dérange, par exemple, quand t'es en famille et que on vient te demander une photo? Je dis, moi, à partir du moment où c'est demandé gentiment ouais, pareil. Et de manière respectueuse, mais je suis toujours ravie de rencontrer quelqu'un. Ça ne me fait... Je n'ai vraiment jamais ce truc de... Ah putain, ça me saoule, quoi. Je n'ai jamais eu ça. Non plus. Moi, mais même c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est au contraire, je préfère. Ouais. Vraiment, venez, quoi. Moi, quand on m'envoie un DM et qu'on me dit je t'ai vu, j'ai pas osé venir, bah, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, mais non, mais venez, enfin, je suis comme vous. Ou alors les gens en meet-up qui sont super stressés de me rencontrer, qui me disent, qui sont comme ça, et qui me disent, j'arrive même pas à parler. Et je dis, hey, on est les mêmes, hein. Je dis, moi, s'il y a bien quelqu'un avec qui tu peux être cool et te sentir bien et à ton aise, c'est moi, je dis, parce que... surtout que toi, tu mets à l'aise. Quels sont d'ailleurs les pour et les contre dans notre métier? Pour toi? Moi, donc du coup, il y a ça. C'est le plus gros. Et le deuxième point pour moi qui est... c'est pas que j'aime pas, mais c'est plus un facteur d'angoisse, c'est effectivement les placements de produits. Pourquoi? Qui vont parfois être anxiogènes parce que j'ai peur de décevoir la marque. Moi, ça, c'est un gros problème que j'ai depuis que je suis gamin. C'est que j'ai toujours cette peur de décevoir. J'ai peur de décevoir la marque, de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils attendent. Et j'ai aussi peur de décevoir mes abonnés en vendant quelque chose qui pourrait peut-être ne pas leur plaire. Et ça, pour moi, c'est vraiment un facteur d'angoisse. Mais bon, maintenant, ça va mieux. Mais les premiers, mais la veille de le poster, je ne dormais pas. Ah ouais. Ah oui, et au moment de le poster, j'étais c'est bon, c'est fait, c'est bon. Et j'allais pas voir les commentaires, j'avais trop peur. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, j'allais les voir quand même. Et je me souviens encore de mon tout premier placement de produit où je me suis dit, ils vont tous me dégommer parce que ça y est, je commence les placements de produits. Et tout le monde était trop bien, ça y est. Tu vas pouvoir en vivre parce que... Ouais. Et j'ai dit, mais j'ai quand même une communauté qui est hyper bienveillante et maintenant, je sais qu'ils sont toujours là quand il y a les placements de produits. Ils vont toujours essayer de booster au max et je trouve ça adorable. Mais c'est toujours un facteur d'angoisse vis-à-vis de la marque. J'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils attendent. C'est toujours ça, ouais. Comme je suis très nature, tu vois, dans mes vidéos, et que moi, c'est spontané, j'ai toujours peur que ça leur plaise pas. Mais en même temps, s'ils viennent vers moi, c'est que ça doit leur convenir quand même, tu vois. Alors moi je dirais pour les pour dans mon métier, c'est que je suis mon propre patron. Et ça déjà c'est quelque chose qui pour moi est... Alors oui, certes, quand je fais un placement de produit, je dois quelque chose à quelqu'un, hein, donc là j'ai quelqu'un au-dessus de moi, mais dans le sens où je peux gérer par exemple mon planning, je peux accepter ou refuser un job. Je travaille principalement de la maison, ça c'est pour moi un avantage qui est énorme, c'est que je n'ai pas à faire des trajets entre le travail et la maison. Et étant maman de 3 enfants, c'est une facilité extrême parce que ça me permet le matin de pouvoir déposer mes enfants à l'école, l'après-midi de pouvoir aller les rechercher et d'avoir une qualité de vie avec mes enfants que je ne pourrais pas avoir si j'avais un job où je termine de bosser à 18h à un certain endroit et que j'ai encore 1 heure de route dans les embouteillages. C'est vrai que ça, c'est très confortable. Ça, c'est vraiment un confort de vie qui, grâce à ce métier, est vraiment génial. Un des points, je dirais, les plus négatifs, c'est que j'ai choisi un métier qui ne s'arrête jamais. Dans le sens où je n'ai pas ce moment où je rentre chez moi et ma journée est finie. Ma journée n'est jamais finie. Ma journée de travail, elle est terminée au moment où je dépose mon téléphone sur ma table de nuit et que je vais dormir. Ça, c'est vrai. C'est vraiment le moment où je dors, c'est le seul moment où je n'ai pas mon travail dans ma tête. C'est vrai. Même en vacances, les vacances pour moi c'est génial, je peux enfin poster autre chose que mon quotidien. J'ai quelque chose de chouette à montrer aux gens, j'ai l'endroit où je suis en vacances, je vais pouvoir tourner des vidéos qui sont drôles, mais donc je dois penser, je dois écrire, je dois... quand je fais par exemple Francine et Bernard, ou tu vois, quand je fais ces genres de personnages-là, tout d'un coup il me vient une lubie de tourner un truc, j'ai cette chance aussi de travailler beaucoup avec l'impro quand je fais ce genre de vidéos. Mais ma vidéo, je dois la tourner, puis je dois la monter, puis je dois la poster, puis forcément je vais aller regarder ce que les gens en pensent, puis je vais faire du relais, tu vois. Et en fait, j'ai pas du tout profité finalement d'être en vacances parce que j'ai pris l'opportunité d'être en vacances pour créer du contenu. Mais donc je travaille.
puisque je suis pas juste là en train de lire mon bouquin et de ne rien faire, même si j'adore ce que je fais et même si ça me passionne, j'ai jamais de switch dans ma tête. Et ça, c'est extrêmement fatigant, en fait. Ça, c'est fatigant. Alors, attention, on ne se plaint pas du tout. de cette situation. Ah non, on a choisi cette situation. On a choisi et on a la chance de pouvoir vivre de ça. Ce qu'on dit, c'est que, comme dans tout, il y a certaines contraintes. Il y a des aspects négatifs, ça c'est sûr. Et ayant travaillé dans des jobs complètement, on va dire, classiques, que ce soit vendeuse dans un magasin, j'ai travaillé dans une banque, enfin j'ai fait vraiment un peu de tout. Moi, il faut savoir que je ne suis dans ce milieu que depuis que j'ai 28 ans, hein, donc de mes 18 à mes 28, j'ai eu plein de jobs complètement classiques, et donc je peux vraiment faire la différence entre les deux. Personnellement, je trouve que le job que je fais aujourd'hui est, d'un point de vue de fatigue mentale et de charge mentale, c'est le plus important. Oui, parce que comme tu le dis, j'ai exactement la même situation que toi, c'est que mon travail commence au moment où j'ouvre les yeux le matin et s'arrête au moment où je ferme les yeux le soir. Après, on pourrait se mettre des limites aussi, c'est qu'on sait pas faire. Mais c'est très compliqué. Et pendant les vacances aussi, moi, ce truc de tester de la nourriture, c'est trop bien, mais je ne pense qu'à ça. Tout le temps, c'est-à-dire que je suis en vacances, je vais, en fait, la moindre boutique de nourriture, je vais rentrer, je dis attends, je pourrais pas essayer de faire ça, ah oui, mais là si je veux me promener, du coup, je peux pas le prendre maintenant, faudra qu'on repasse ici au retour, machin, et du coup, en fait, faut que tu penses à tout ça, et aussi, il y a, effectivement, comme tu le disais, lire les commentaires, y répondre comme tu peux. Moi, j'essaye vraiment... bon, sur TikTok, c'est très compliqué parce que 1 300 000, donc c'est compliqué. Sur Insta, j'ai encore la chance d'avoir 110 000 abonnés, donc j'arrive à lire tous les DM. Je peux pas y répondre à tous, évidemment, c'est impossible. Mais du coup, pour moi, ça, c'est une chance que j'ai de pouvoir encore lire tout, parce que j'estime que quelqu'un qui prend le temps de m'écrire, au moins, j'aime au moins le lire. Mais c'est très compliqué parce que du coup, ces moments-là, quand est-ce que tu le fais ? Quand t'es dans ton lit le soir avant d'aller dormir. Moi, je le fais à ce moment-là. Et puis finalement, tu vas dormir à 1h du matin. C'est ça. Et à 7h, t'es déjà de nouveau occupé sur ton téléphone, quoi. Mais à nouveau, comme le dit très bien Thomas, on n'est pas du tout là en train de se plaindre. Hein. On est juste en train de vous montrer un petit peu la réalité du terrain aussi. Je pense qu'une des réalités... à laquelle il faut faire face aujourd'hui, c'est aussi la concurrence qu'il y a sur les réseaux sociaux. Moi, je fais pas mal de petites conférences dans des écoles en Belgique pour des ados, des profs qui m'appellent un peu au secours et qui me disent ils font plus rien en classe parce que ils sont persuadés qu'ils vont devenir du jour au lendemain des stars des réseaux sociaux et vivre de ça. Et donc, on m'appelle parfois au secours pour venir, est-ce que tu peux venir parler de ton métier, mais vraiment, genre, qu'est-ce que c'est, quoi. Et les jeunes, aujourd'hui, pensent que c'est d'une facilité sans nom de faire ce qu'on fait. C'est pas si simple. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué qu'avant parce que on a justement vu sur TikTok, par exemple, des personnes lambda qui, du jour au lendemain, se retrouvent avec 500 000 abonnés sans avoir... rien créé, et ce sont pas vraiment des créateurs de contenu dans le sens où il n'y a pas un concept derrière. C'est ça, mais c'est surtout qu'en plus il faut pas non plus regarder que ça. Parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent ah mais je comprends pas, j'ai 500 000 abonnés et je ne vis pas de ça. TikTok c'est particulier dans le sens où par exemple une vidéo qui perce, qui peut faire 10 millions de vues, va te rapporter un nombre d'abonnés énorme. Mais en fait, il faut être constant. C'est-à-dire que les marques ne vont pas s'intéresser à toi parce que tu as fait une fois une vidéo qui a fonctionné. Il faut que déjà que tu aies un concept. Parce que si ton concept, y a aucune marque qui se reconnaît dedans, bah bien sûr ça n'arrivera pas, les marques ne vont pas te contacter. Et c'est surtout qu'il faut il faut perdurer. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui, pendant un mois, on va les voir, puis 6 mois après, on ne les voit plus du tout. Non, c'est ça. C'est ça qui est très compliqué. Et aussi, contrairement, comme là tu parlais en école, il y en a, ils veulent absolument devenir créateurs de contenu. Contrairement aux autres travails, aux autres travails, où il va falloir que tu montes tes compétences et si tu charbonnes, tu peux réussir à gravir les échelons. Ce travail-là, il y a quand même un énorme facteur chance. C'est-à-dire qu'il y en a, moi je vois, il y a des gens que je suis qui bossent, qui font des vidéos quali, qui sont super et qui ne peuvent pas vivre de ça. Bien sûr, et n'ont pas d'abonnés. Ça, je pense que c'est le cas de n'importe quel métier artistique. C'est ça. On le voit avec des chanteurs qui ont des talents mais incroyables et qui ne vont jamais devenir la nouvelle Angèle, le nouveau Stromae.
parce qu'il y a ce facteur chance qu'il n'y a pas eu avec ces personnages, alors que le talent, il est là aussi. Pareil pour quelqu'un qui fait du dessin, quelqu'un qui un tatoueur, enfin tout ce qui gravite autour du milieu artistique, il y a vraiment ce facteur chance. Il y a aussi, je pense, le fait que certaines personnes ont, je pense, une vibration qui touche plus de gens autour d'eux aussi. La personnalité aussi plaît. Voilà. Parce que c'est pas tout d'avoir un concept, il faut aussi avoir une personnalité qui est attachante. Ouais. C'est pas, c'est horrible parce que s'il y en a qui n'arrivent pas à perdurer sur les réseaux, c'est pas parce que vous n'êtes pas attachant. Non. C'est juste que parfois on peut avoir du mal aussi à transmettre cette sensibilité qu'on a, ou on la transmet trop, ou voilà, on n'arrive pas à s'identifier. C'est ça qui est compliqué. Ça ne se fait pas comme ça. Souvent on me dit, mais quels sont tes conseils pour réussir en tant que créateur de contenu ? Je crois qu'aujourd'hui il y a plus vraiment de conseils parce qu'il y a tellement c'est tellement surpeuplé que déjà il n'y a plus du tout ce côté le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, c'est par exemple d'être suivi par beaucoup de gens. Dans la tête des gens, c'est devenu très banal. Ah oui, bon, c'est quelqu'un qui est connu sur les réseaux sociaux. T'as plus ce côté starification comme tu l'avais avec un Cyprien, avec un Norman, avec une Natou, tu vois, où c'était les premiers, et donc c'était... il y a vraiment ce côté star du web qu'on retrouve nettement moins, je trouve, aujourd'hui. C'est c'est encore une personne de plus qui est suivie par des centaines de milliers de personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, complètement, oui. Alors certes, on se fait reconnaître quand on va dans la rue et tout ça, et on a quand même une fanbase qui est... qui nous aime vraiment beaucoup. Moi, je le vois quand je fais un meet-up, par exemple, je suis toujours impressionnée du monde qui vient, et même encore aujourd'hui, j'ai fait un meet-up récemment, j'y vais la peur au ventre en me disant personne ne va venir, tu vois. Oui, mais moi, c'est pourquoi est-ce qu'on viendrait me voir, tu vois, j'ai vraiment ce truc et genre j'appelle l'endroit où je vais aller en disant est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont là, et quand on me dit 4 heures avant mon meet-up, mais il y a déjà une file de gens qui t'attendent depuis ce matin, et je suis là, bon, tu vois. C'est dingue, hein. C'est dingue parce qu'en fait ce qu'on n'a pas non plus, c'est que contrairement à un artiste qui fait du stand-up, par exemple, qui fait de la scène, un chanteur, il voit son public constamment. Il est face à lui quand il performe. Nous, on est face à une caméra. Et on est tout seul. On est tout seul. Et est-ce qu'on a des gens qui nous suivent par voyeurisme ? Est-ce qu'on a des gens qui nous suivent juste parce que... ils nous ont vu passer une fois sur les réseaux, ils se sont dit je vais suivre, mais après ils vont plus jamais voir ton compte, et ce sont un peu les gens de l'ombre qui ne vont jamais liker ton post, qui vont jamais commenter ce que tu fais, ou bien est-ce que c'est vraiment des gens que tu intéresses, qui créent une sorte de lien avec toi, tu sais pas, il y a rien de tangible dans tout ça. Donc quand tu organises une séance de dédicace ou quoi, t'es toujours un peu est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir me voir, ou tu vois. Je suis incapable de faire ça. Ah ouais. Je sais pas, j'ai trop peur. Le monde de l'influence d'aujourd'hui, c'est un monde qui est encore nouveau, même si ça commence à s'instaurer de plus en plus. Il y a encore du chemin à faire, dans les deux sens, aussi bien du côté viewer, il faut peut-être que ce soit encore plus accepté, que du côté créateur. Je pense qu'il faudrait que ce soit aussi un petit peu plus légiféré. Ouais. Tu sais, pour pas que ça déborde. Les placements de produits où il n'y a pas le hashtag sponsorisé, qui est obligatoire, hein, je le rappelle. On va faire quand même un tout petit aparté là-dessus. Ouais. Parce que bien souvent, moi alors je sais pas si toi tu as le cas, mais moi j'ai souvent des DM de gens qui me disent encore un placement de produit. Oui, mais vous savez pourquoi vous avez cette sensation ? C'est parce que le mettent pas. C'est parce que je vous le dis. Ouais. Que c'est un placement de produit. Et Dieu sait qu'on en connaît un paquet. Mais c'est impressionnant. Qui font de la pub toute la journée, ou même leur papier cul est sponsor, mais ils vont pas vous le dire. Ouais. Et ça passe crème, parce qu'ils vous disent rien. Légalement parlant, on est obligé de stipuler quand on fait une publicité, même pour un gifting. On reçoit un cadeau, on est censé notifier que c'est un cadeau qu'on a reçu. Je suis invitée à manger gratuitement dans un restaurant. Aujourd'hui, je suis obligée de vous dire, j'ai été invitée par le restaurant et je fais des stories parce que j'ai été invitée et que je paye pas ma bouffe. Si derrière on a un contrôle de l'administration fiscale et qu'en fait on a fait de la publicité sans le préciser, on risque vraiment des gros
grosses amendes. Puis même, et moi, ça me saoule d'avoir toutes ces créatrices de contenu et ces influenceuses qui font genre « Oh, regardez, trop contente de vous montrer ce nouveau petit truc. C'est une pub, tu vois ?» Et je suis là, mais dis-le que c'est une pub, dis-le, quoi, tu vois. Arrête de faire semblant. Mais il y en a même parfois, ils se cachent même pas, ça se voit. Enfin, mais ça me rend dingue, le déroulement, ça se voit. En plus, la marque est identifiée et tout. Mais oui. Donc, on le sait, donc mettez le hashtag ad ou le hashtag sponsorisé. Oui. Moi, je mets toujours en dessous, ceci est une collaboration rémunérée, ceci est une collaboration non rémunérée, ceci est une story gifting. Je mets ma petite phrase en dessous, comme ça c'est clair, net et précis, tu sais. Mais même pour les abonnés, du coup. Mais oui, ils savent c'est de la transparence. C'est normal, il n'y a rien de choquant, du coup. Non. Mais du coup, c'est vrai que nous, alors, on se fait passer pour, ils font plein de placements de produits. Ben non, en fait, on est juste honnête avec vous et on vous dit juste quand c'est de la pub, alors que certains vous bombardent de publicité toute la journée, en fait, sans vous le dire, et vous dites « Ah, elle a acheté ça, non, elle l'a pas acheté, elle l'a reçu, en fait. Ouais. » Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on se doit, en tant que créateur de contenu, de penser à ça, et de se dire qu'est-ce qu'on veut apporter comme valeur aux jeunes qui nous suivent. Quel est le message qu'on veut faire passer aux jeunes, tu vois ? Ça, c'est une partie de ce métier qui me frustre énormément. C'est de me dire, les personnes qui véhiculent les pires messages sont les personnes qui sont les plus suivies sur les réseaux. C'est super frustrant. Et je l'avoue vraiment de manière complètement sincère. Hein. C'est super frustrant de dire... Parce qu'ils vendent du rêve. Ils vendent du... C'est même pas du... Enfin, c'est au-delà du rêve. C'est vraiment... Ils sont au niveau des étoiles, quoi. Ouais. Et du coup, Mais est-ce que ces étoiles sont vraiment des étoiles ? Mais regarde, ça a été, je trouve, beaucoup le cas à un moment, mais moins quand même maintenant. On retourne plus vers de l'authentique maintenant, je trouve. On retourne vers des choses qui sont plus simples. C'est-à-dire que voir un beau moment en famille ou voir quelque chose où il y a une émotion qui est apportée, une émotion qui est saine, qui est sincère et qui est simple, les choses simples de la vie, les gens commencent à réapprécier ce genre de choses et se dire, ben non, en fait, le bonheur, c'est pas de vivre dans une villa 4 façades à Dubaï, d'avoir 600 Louis Vuitton, d'avoir ta casquette Gucci, ton truc, ton machin. C'est pas ça la vraie vie. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant. Avec la pandémie déjà. Avec la pandémie, avec tout ce qui se passe... en termes de guerre, avec tout ce qui se passe avec le réchauffement climatique, tout ça, il faut revenir à des choses plus simples. Alors je dis pas qu'il faut devenir des bobos écolos radicaux, tu vois. Je ne le suis pas, je ne suis pas parfaite non plus dans le contenu que je propose. Bah personne. Ça je tiens quand même vraiment à le préciser, on n'est pas du tout là en disant nous on est parfait et les autres non, c'est pas du tout ça qu'on veut véhiculer comme message. Je pense simplement que aussi bien toi que moi, que quelqu'un comme Gaël par exemple aussi, on fait vraiment notre possible pour faire au mieux. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. On fait de notre mieux pour rester dans nos On n'est pas parfait, mais on fait de notre mieux. C'est un bon mot de la fin. C'est très bien, j'adore. Voilà. Eh bien, en tout cas, j'espère que ça vous a plu de pouvoir avoir ce regard peut-être un petit peu différent et sincère. Ça m'a fait plaisir d'avoir Moi aussi, on a bien discuté là, dis donc. Punaise, je sais pas combien de temps dure cette vidéo. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on Mais je pense qu'en tout cas, c'est très intéressant et que ce sera utile pour pas mal de personnes qui nous suivent. Ouais. Cool. Et moi, ça m'a fait du bien de pouvoir expliquer tout ça. Ouais, de tout balancer là. Voilà, de dire, ok, maintenant... Ceux qui savent pas et ceux qui veulent pas aller plus loin dans la réflexion, tant pis en fait. Au moins là j'aurais dit ce que j'ai à dire là-dessus. On a dit ce qu'on avait à dire. Ouais, c'était bien, ça fait du bien. Merci Monsieur Thomas. Madame. N'hésitez pas à retrouver Monsieur Thomas sur ses réseaux sociaux. Je vous mets évidemment toutes ces infos dans la description. Son petit compte Instagram, son compte TikTok. Tout se trouve là-dessus. Et puis nous, on se retrouve, je l'espère, très prochainement pour une nouvelle thématique à aborder ensemble. Et évidemment, sans tabou.